Salut, c'est Franck Telluto. Ce mois-ci, je vous propose de parler foot féminin avec Charlotte Gauvin. À 31 ans, l'ancienne capitaine de l'AS Saint-Etienne vient juste de raccrocher les crampons après 16 années sous le maillot vert. On est donc revenu sur sa nouvelle vie, pas si éloignée que cela des terrains, son parcours de joueuse et l'évolution de son sport. Le Sud Vert numéro 26, c'est parti. Salut Charlotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de ton parcours et plus largement du foot féminin. Je vais commencer par prendre de tes nouvelles puisque tu as arrêté ta carrière, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, en mai 2021, ça fait donc un peu plus de 6 mois maintenant au moment où on se parle. Oui, c'est ça. Comment ça se passe pour toi depuis ? Est-ce que tu as facilement tourné la page ? Est-ce que le ballon te manque encore un petit peu ou pas du tout ? Alors ça se passe bien. La vie a fait mon double projet, fait que j'ai mon métier qui a continué lui à côté, donc mes journées sont bien remplies. Elles l'étaient déjà, mais elles le sont toujours. Le foot me manque un petit peu, même si j'avais un peu plus d'appréhension et au final ça se passe plutôt bien l'après-foot. Voilà, ça me manque un petit peu. Dire que ça me manque pas, ça serait un peu mentir, mais je m'attendais à pire que ça. Tu es né en 90, qui te fait 31 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision d'arrêter cette année plutôt que par exemple l'an prochain ou dans 2 ans ? Ça faisait déjà, on va dire 1 ou 2 saisons que je trouvais un peu moins de motivation à aller à l'entraînement, on va dire, à aller s'entraîner, à aller au foot. Une fois que j'y étais, il y avait pas de problème sur l'envie, et sur ma détermination, mais c'est vrai que il fallait vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses, désolée l'expression, mais voilà, c'était un peu plus délicat. Les journées étaient très remplies avec le travail. Le soir, il fallait enchaîner tous les soirs, il fallait enchaîner avec l'entraînement, donc c'était, voilà, ça devenait un peu lourd et puis voilà, il y a un moment, il fallait le déclic. Alors je pense que les 2 années un peu covid, m'ont aussi permis, découvrir, des soirs sans entraînement. Malheureusement, ce covid m'a aussi, je pense, facilité, cette transition. Dans quel sens tu t'es rendu compte que ça te manquait moins que ce que tu pensais ? Oui, on a eu des périodes, comme tout le monde, de confinement et cetera. Donc on avait des petits programmes à faire, le soir, en fin de journée ou dans la journée et mine de rien, voilà, ce ballon me manquait un petit peu moins que prévu, je pense. Tu as fait une assez longue carrière à Saint-Étienne, on va y revenir en détail, mais le club, je vais commencer par la fin, le club avait organisé une petite surprise pour marquer le coup, avec Loïc Perrin qui est venu dans votre vestiaire pour te remettre la fameuse lampe de mineur. Comme lui, il y a un petit parallèle qui est, je vais dire sympa, mais non, c'est que toi, comme lui, vous avez arrêté sur une note qui n'est pas forcément positive, lui sur un carton rouge en finale de coupe, toi avec une remontée en D1 qui se dessinait mais qui n'était pas certaine, enfin voilà, tu as arrêté sans forcément avoir eu conscience que le club retrouvait la première division. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'on rêve tous, de la fin parfaite, hein. Moi, je rêvais d'un match à domicile avec une montée, ma famille, le stade, enfin «plein» entre guillemets, hein, parce qu'on on n'a pas non plus 40 000 personnes, mais voilà, d'avoir cette fin-là. On m'a toujours dit que les fins qu'on imaginait arrivaient jamais, donc c'est ce qui s'est passé. Après, voilà, le club, m'a fait une surprise, sur laquelle je m'attendais pas du tout. Effectivement, on n'avait pas encore cette bonne nouvelle de la montée en D1, mais voilà, ça a été un moment très chaleureux, plein d'émotions, pour moi. Voilà, et puis après, il y a eu le dernier entraînement où ma famille a pu être là également, mes amis, mes proches. Donc avec le recul, là, maintenant, 6 mois après, je me dis que c'était aussi une belle fin. Enfin, voilà, les fins, on les a jamais comme on veut, mais l'important, c'est qu'on soit entouré, voilà, des gens, de l'équipe, du club qui m'ont suivi pendant ces 16 années et puis ma famille et mes proches. Ces matchs de D1, tu es allé les voir ou tu as eu besoin un peu on va dire, de couper le cordon quelque temps ? Alors, Jérôme Bonnet, alors mon ancien coach et le
coach actuel, m'a demandé de rester un petit peu dans le staff et du coup de participer, enfin d'être là au match à domicile. Alors forcément pas les matchs à l'extérieur parce qu'en même temps, si c'était pour aller, pour faire tous les matchs, autant reprendre une licence, hein. Mais voilà donc sur tous les matchs à domicile, je suis là. J'essaye de passer au moins une fois dans la semaine, les voir à l'entraînement. Et puis, bah, pour garder ce lien avec les joueuses parce que, bah, il y a des nouvelles qui sont arrivées cette année, mais la plupart, j'ai joué avec elles, je les connais donc de continuer un petit peu ce lien entre le staff, les joueuses, et voilà, de garder un peu ce rôle-là. Je faisais le parallèle avec Loïc qui vient de prendre des fonctions au club comme coordinateur sportif. Alors toi, ta situation, elle est un peu différente puisque tu travailles à côté, tu vas nous expliquer tout ça, mais est-ce que comme lui, tu devrais justement garder vraiment ce pied dans le foot? Je sais pas du tout chez les femmes, même s'il commence à y avoir des contrats pro et tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de reconversions? On voit que les garçons deviennent consultants, entraîneurs, formateurs, etc. Comment ça se passe chez les filles? Alors chez les filles, beaucoup moins. Il y en a quelques-unes, hein, qui sont consultantes télé. Je pense à leur boulot sur Canal+. Mhm. Il y en a également sur TF1 qui vont commenter les matchs, essentiellement de foot féminin, mais il y en a quelques-unes. Après dans les clubs, moi personnellement, enfin voilà, j'ai un métier à côté qui est, hors foot. Donc j'ai, ma vie professionnelle, on va dire, qui est quand même tracée. Après, il y a quand même cette passion, qui est le foot et mine de rien, bah, voilà, je pense, voilà, des petites missions, dans le club, avec cette équipe de D1 féminine, m'intéressent parce que enfin voilà, c'est quand même, un long moment de ma vie et on a quand même envie de rester, proche de sa passion. Mais, il y a moins ce côté professionnel, reconversion comme on peut le voir avec Loïc, ces derniers temps. On va parler une dernière fois de Loïc parce que le podcast était consacré quand même à toi avant tout. Mais Ouais. en préparant, ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé pas mal de parallèles entre vous deux. Donc tu es Mmh. originaire toi aussi du département, je crois plus Plaine du Forêt. Oui, Montbrison. Au haut niveau, tu as joué que pour Saint-Étienne également. Vous avez occupé des postes similaires, tu as porté le brassard aussi. Ça fait pas mal de points communs finalement. Oui, 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 alors on a au final pas mal de points communs et le fait qu'on ait beaucoup de points communs, qu'ils me remettent cette lampe de mineur, qu'il soit là, cette surprise-là, ça m'a énormément touchée parce que Loïc, c'est quelqu'un qui a, je trouve, d'énormes valeurs, des valeurs dans lesquelles je me retrouve également et voilà, quand je le regardais jouer quand, j'étais un peu plus gamine et même encore, lors de son dernier match quand il prend le carton rouge, enfin j'étais et je suis fan de ce joueur, mais du joueur, mais également de l'homme qu'il est, de ce qu'il dégage, sur le terrain et en dehors et voilà, pour avoir échangé plusieurs fois avec lui, voilà, c'est quelqu'un de qui est top, hein. Donc la comparaison, me flatte et me touche, voilà. Je te propose maintenant de revenir en arrière. Tu es donc originaire de Montbrison, on l'a dit, où tu as commencé à jouer. Comment Oui. t'es venu au foot? Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir ce sport? Et comment se sont passés les débuts? J'imagine qu'à l'époque, c'était peut-être beaucoup moins développé de voir des filles jouer au foot à, je sais pas quel âge, 7, 8, 9, 10 ans. Oui. Alors j'ai commencé à 7 ans, au football club de Montbrison. Mon arrivée au foot fut très simple. J'ai, une famille, voilà, un père qui est très qui était et qui est encore, dans le foot, mon frère également, mon grand frère, des cousins, mon grand-père et cetera. Donc d'un point de vue famille, c'était très, très simple d'y accéder et j'ai eu la chance, au football club de Montbrison, bah, voilà, d'avoir des coachs, également très ouverts à la pratique, d'une fille qui joue au foot. À l'époque, c'était effectivement, pas du tout, la même, voilà, la même envergure qu'aujourd'hui pour le foot féminin. Donc voilà, j'ai eu cette chance, d'être suivie par ma famille et soutenue et puis, voilà, d'avoir un club comme le FCM avec des coachs qui m'ont pris, sous leur aile et qui m'ont permis de pouvoir faire le sport, que je souhaitais. Est-ce que tu avais des modèles, des joueurs ou joueuses voilà, qui te faisaient peut-être rêver, c'est un grand mot, mais dont Oui. tu t'es inspiré plus jeune? Alors à 7 ans, en débutant poussin, pas du tout de footballeuse, hein, parce que je suivais pas du tout. Après forcément,
chaque enfant à cette époque-là, je regardais Zidane. Mais même, on parlait de Loïc tout à l'heure, mais moi, je suivais forcément l'ASS. Mmh. Et il y avait un joueur aussi que je suivais, c'était Sablé. Voilà, donc c'était des joueurs comme ça que je suivais, mais pas forcément au début de footballeuse. Après, arrivé un peu plus tard, on entendait parler de Marinette Pichon et je suivais un peu plus. Mais c'était plutôt le foot garçon au départ. Alors Saint-Étienne, venons-y. Toi, tu as rejoint Saint-Étienne à l'âge de 15 ans. Alors à l'époque, c'était encore le RC Saint-Étienne qui est devenu section féminine de l'AS Saint-Étienne, je crois en 2009, il me semble. C'est ça. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, les joueuses, alors dans les conditions d'entraînement et puis surtout le regard du public? L'époque du RC, on avait déjà, je sais pas, pour moi, hein, ma vision, j'avais déjà passé un cap entre les clubs que j'avais fait avant, le Football Club de Montbrison, les Igneux. Forcément, le passage au RC Saint-Étienne, j'ai passé une marche. Et également, quand on est passé à l'AS Saint-Étienne, forcément, mine de rien, on enfile le maillot vert. Donc, rien que pour nous, c'est quand même un sentiment très particulier. Enfin, pour moi, c'était très particulier. Et puis, effectivement, le regard des gens, euh, les gens autour de moi, et même quand on se déplaçait un petit peu partout dans la France, il y a toujours quelqu'un dans les tribunes qui a un maillot vert, qui a une casquette. Il y a toujours un supporter, même si on reste dans le foot féminin, il y avait toujours quelqu'un qui était supporter de Saint-Étienne et qui venait voir une équipe du club de Saint-Étienne jouer. Donc c'est vrai que ce changement-là, on l'a vraiment senti et perçu là-dessus. Saint-Étienne, on le présente tout le temps comme un club particulier, par son histoire, son public, ses valeurs aussi. Est-ce que tout ça, ce package, vous l'avez retrouvé aussi, vous, en tant que joueuse de l'AS Saint-Étienne? Alors forcément, on l'a retrouvé parce que voilà, c'est des valeurs des entités du club. Maintenant, encore plus, je trouve, parce que on est partie intégrée du club, mais on a notre section féminine, on a nos locaux à nous. Donc c'est encore, j'ai envie de dire que c'est encore plus facile de créer un petit peu ce petit cocon et notre petit cocon et voilà d'avoir ses propres valeurs, même si forcément on suit celle du club. Je l'ai dit, donc vous êtes devenu à Saint-Étienne en 2009. 2 ans après, vous avez gagné le Challenge de France qui est, je crois que ça s'appelle maintenant Coupe de France féminine. Oui, c'est ça. Est-ce que pour toi, c'est le meilleur souvenir de tes années à Saint-Étienne? Alors c'est difficile d'en choisir un meilleur souvenir, mais c'est l'un des meilleurs, oui. C'est l'un des meilleurs parce que c'est un titre déjà et que pas tout le monde gagne des titres. C'est la Coupe de France, donc c'est quand même pas n'importe quelle coupe. Et puis c'est un titre que, mine de rien, quand on discutait avec certains supporters, on fait partie aussi de l'histoire. Les supporters attendaient depuis l'épopée des Verts d'autres titres. C'est arrivé par les féminines. Voilà, donc ça fait partie de l'histoire de l'ASS et pour nous, c'est un très bon souvenir d'avoir marqué l'histoire des Verts, certes, mais également pour nous, voilà, c'est d'énormes souvenirs et d'émotions qui ressortent quand on regarde les images ou quand on en reparle. Il reste quoi de cette journée-là? Parce que on se rend peut-être pas compte, mais il y avait déjà l'OL à l'époque, le PSG, Montpellier aussi, donc c'était quand même très fort ce que vous avez fait. Ouais, alors les mauvaises langues diront qu'on a eu un tirage facile. Ça serait mentir de pas de pas le dire également, mais voilà, on a eu un tirage plutôt favorable dans les tours précédents. Lyon se fait éliminer par Paris, je crois, non, ou par Montpellier. Enfin, donc du coup, Lyon est pas en finale. Le PSG était un petit peu moins bien classé que le Montpellier de l'époque, et on se retrouve en finale contre Montpellier. Donc c'est un peu David contre Goliath, quoi. Donc voilà, le coach de l'époque, Hervé Didier, nous dit écoutez, amusez-vous. Enfin, des finales, vous en vivrez pas 50 dans votre vie, et puis on verra le résultat à la fin, quoi. Et on fait un match alors très chanceux parce qu'elle touche les poteaux, la barre. Notre gardienne fait un de ses meilleurs matchs de sa vie, je pense. Et explosion de joie. Enfin voilà, on nous attendait pas là, nous non plus. Hein, mais voilà, il y a tout le contexte qui fait que c'est un moment inoubliable. Alors, ça paraît peut-être difficile aujourd'hui à croire parce que la situation sportive est plus compliquée, mais à cette époque-là, puis même les années après, vous étiez quasiment le 4e ou 5e club français, derrière Lyon, Paris, Oui. Montpellier. Plusieurs joueurs étaient devenus internationaux. Tu gardes quoi de cette période où vous avez aussi rejoué d'ailleurs une finale et même une demi-finale de cette coupe-là? C'était, on surfait un petit peu sur les montées, sur le titre qu'on avait gagné.
voilà, il y avait un groupe qui s'était construit, qui bougeait très peu au final, en termes de départ ou d'arrivée, chaque année, chaque saison. Voilà, on avait vraiment construit vraiment un cocon, hem, qui faisait que, bah, voilà, chaque nouvelle arrivée, bah, prenait tout de suite, se mettait tout de suite dans la mayonnaise, prenait tout de suite le même mood et ça se passait très bien. Après voilà, le championnat de D1, féminine a évolué, au fil des années et tant mieux. Nous peut-être pas au même rythme. Du coup, bah, les années ont commencé les saisons à moins se ressembler, à être plus difficiles pour nous, jusqu'à aller à la descente en D2. Où voilà, mais c'est vrai que ces années, 2011 où on gagne, 2013 où on est en finale de la Coupe de France encore une fois, voilà, c'est des années où on avait vraiment un vrai groupe, très, très solidaire. Enfin, c'était voilà, c'était pas 11 titulaires, c'était un groupe de 20-23 joueuses. Tu parles de la descente, souvent des personnes, des joueurs notamment qui ont connu ça, parlent de traumatisme. Toi et tes coéquipières, vous avez vécu ces semaines-là, ces mois-là, comment? Alors, je vais parler personnellement, mais moi, je l'ai assez mal vécu parce que je suis quelqu'un d'assez investi dans ce que je fais et enfin, voilà, pour avoir passé 16 ans, dans un même club, il faut être un minimum investi, physiquement et mentalement. Donc je l'ai assez mal vécu parce que pour moi, c'était pas possible. Enfin, sur cette saison-là, à la trêve, on est encore 4e ou 5e, enfin, on fait une deuxième partie de saison, catastrophique. Donc c'est un peu la descente aux enfers et l'été fut difficile, et la remise en route, sur le début de saison d'après était difficile. Je me revois parler à Jérôme Bonnet, le coach qui reprend la suite du coup et lui dire: «Je sais pas si j'arriverai à avoir le même investissement» parce que j'avais été assez marquée. Des filles, des amis, étaient parties également pour voir d'autres clubs, d'autres choses. Donc c'était un petit peu difficile et puis, bah, enfin il a su me remobiliser et puis à créer une autre dynamique. L'objectif, ça a été tout de suite de revenir en Division 1. Ça a finalement pris 4 ans avec Mmh. cette accession, on va dire, sur tapis vert. Comment tu expliques que ça a été si difficile? Vous êtes passé pas loin chaque année, mais ça aura pris plus de temps que prévu. Ouais, en fait, ça a mis le temps. À chaque fois, on est très, comme tu l'as dit, très, très proche de cette remontée et en fait, c'est ce que je leur dis, cette année, c'est qu'une montée, c'est comme une descente, ça se joue sur des petits détails et malheureusement, chaque année et ben, c'était des petits détails, des petits, points lâchés sur des matchs bêtes qui nous manquaient à la fin et qui ont fait qu'on a réaccédé à la D1, que l'année dernière. Vous avez pu fêter, enfin, comment vous avez appris justement la nouvelle de la remontée? Alors, on a appris la nouvelle, le 13 juillet. On n'a pas pu le fêter parce que du coup, bah, chacune était, en vacances dans ses familles, enfin voilà, moi j'étais au boulot et j'ai Jérôme le coach qui m'a envoyé, en image, une photo, D1 Arkema, le logo et je savais que la décision, enfin voilà, l'arbitrage se faisait ce jour-là. Il m'envoie ce logo. J'ai tout de suite pris mon téléphone et je l'ai appelé donc il m'a dit que voilà, ça allait se faire et que la FFF était d'accord pour nous faire monter, cette année donc non, bah, on n'a pas pu vraiment le fêter. Maintenant, on s'est envoyé des messages, on s'est Mhm. appelé, voilà, pour se féliciter quand même de ça parce que, c'était un travail de plusieurs années pour montrer que l'AS Saint-Étienne était régulière, plus que régulière en D2 et méritait de remonter en D1. Cette bonne nouvelle, ça a jamais remis en cause ton souhait d'arrêter? Alors, le passage en D1 et tant mieux pour les filles qui restent encore dans ce club de l'AS Saint-Étienne, fait qu'on bascule sur une nouvelle ère. Les entraînements sont plus tôt, heu, elles doublent certains jours, elles doublent l'entraînement, entraînement le matin, entraînement l'après-midi. Moi avec mon travail à côté, c'était, ça allait pas être possible. Enfin, j'aurais pas eu le même investissement, que j'aurais pu avoir ou que je voulais avoir. Voilà et puis j'avais toujours dit, au coach, Jérôme voilà, je voulais boucler la boucle. Donc j'ai vécu la descente, je voulais, ramener ce club, ramener cette équipe en D1 et voilà, donc pour moi le travail était fait.
Donc forcément, on a envie d'avoir un premier match en D1, ou pourquoi pas un dernier match en D1, mais voilà, c'était... Non, ça n'a pas forcément remis en question. Tu m'as fait un peu la transition sur ma question suivante. Je voulais faire qu'on dresse un peu le bilan de ton parcours en tant que joueuse, mais avant de te donner la parole, je voulais citer quelque chose que tu as dit dans une vidéo qui est diffusée sur SSE TV et qui m'a interpellé. Je te cite: j'ai eu un gros coup de bol. Tu t'exprimes, je dois le préciser, devant tes coéquipières dans le vestiaire. J'ai eu un gros coup de bol, je n'aurais jamais dû jouer en D1 ou en D2. Je me le disais chaque année. Ouais, parce que je me suis donné les moyens d'y arriver. Mais quand j'ai commencé à l'âge de 7 ans, je me suis pas dit: «Tiens, je vais aller jouer à l'AS Saint-Étienne, je veux aller jouer en D1». J'ai pris, les choses comme elles sont venues et comme elles m'ont été présentées. Donc on veut que vous veniez jouer au RC Saint-Étienne. Bon, ben, OK, mes parents étaient d'accord, très bien. On passe à la SSE, OK, d'accord. Au départ, je jouais en équipe réserve, donc en D3. Après, je suis montée avec la D2, on est monté en D1. Enfin voilà, j'ai pris les choses comme elles sont venues. Et je le répète encore, après c'est peut-être, entre guillemets, «sous-estimé» ou voilà, mais j'estime avoir eu de la chance d'avoir eu le parcours que j'ai eu. Après, je pense m'être donné les moyens, certes, mais voilà, je m'estime encore chanceuse, oui. On va passer sur la partie bilan, tout simplement. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de toute cette période que tu as connue sous le maillot vert, que ce soit sportivement ou humainement aussi? Alors j'ai que des très bons souvenirs, malgré forcément des petits épisodes comme dans toute carrière sportive, hein, des déceptions, des échecs. Mais voilà, c'est 16 ans de ma vie, donc j'ai 31 ans, j'ai vécu la moitié de ma vie dans ce club. Donc les gens que j'ai rencontrés, les événements que j'ai pu passer ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Dans ma vie professionnelle, personnelle, voilà. Donc je suis très reconnaissante des gens que j'ai pu croiser, des membres du staff, des joueuses avec lesquelles j'ai pu évoluer. Certaines sont devenues des amies très très proches, presque des membres de ma famille, si je puis dire. Donc voilà, ces années ont vraiment fait la personne que je suis devenue aujourd'hui et la personne que je suis. Donc c'est de très belles années et c'est aussi pour ça que je veux rester pas très loin de ce club. Il y a une grosse différence, on en a déjà parlé au début par rapport aux garçons, c'est que la plupart de tes coéquipières comme toi ont mené de front le foot avec les études puis le boulot. Ça faisait quand même des journées intenses, j'imagine. Tu aurais préféré pouvoir te consacrer au sport ou c'est un équilibre dont tu avais besoin, toi, pour être bien? Alors forcément, j'étais peut-être des fois envieuse des filles qui faisaient entre guillemets que ça. Mais les valeurs que mes parents m'ont inculquées dès mon plus jeune âge ont fait que voilà, Charlotte, tu joueras au foot au niveau que tu souhaites, pas de problème, mais à côté, il faut que tu aies des études, il faut que tu aies un certain bagage parce que le foot, c'est pas éternel, encore plus dans le foot féminin, voilà. Et au final, cet équilibre études, foot et dans les dernières années, boulot et foot, et ben, c'était vraiment un équilibre dont j'avais besoin. J'arrivais au travail, j'essayais de plus penser au foot et ça me permettait de couper. Et inversement, quand j'arrivais à l'entraînement, j'avais beau avoir passé une journée compliquée ou très bien au travail, et ben, ça me permettait de faire cette coupure également. Donc c'était un équilibre qui m'allait et qui fonctionnait. Après voilà, les journées étaient très chargées. Enfin, il fallait être le matin au travail pour pouvoir partir assez tôt et aller à l'entraînement. Le dimanche, quand on allait jouer aux quatre coins de la France, et ben, le lundi matin, il fallait aller au travail. Donc voilà, ça commençait à être pesant au bout d'un moment. Tu es ingénieur qualité, c'est ça? Oui, je suis ingénieur qualité chez Tuan. Donc c'est une société qui fait du dispositif médical sur Saint-Étienne. On fabrique des produits pour des patients, pour des gens qui ont besoin de ces produits-là. Donc on doit se fier à certaines réglementations, certaines normes. Donc je suis en support des équipes de fabrication, des gens qui fabriquent, justement pour les aider et pour faire que le patient, au final, aura un produit qui va l'aider dans son quotidien et qui va le soigner et l'aider. Et dans les équipes dans lesquelles tu travailles, est-ce que certaines personnes te regardaient, alors pas bizarrement, je trouve pas le bon mot, mais du fait que tu étais quand même aussi une joueuse de très haut niveau? Est-ce qu'il y avait ce regard sur toi?
Oui, alors après ce regard a toujours été, enfin du moins de ce que j'ai vu, a toujours été, bienveillant et positif. Voilà, l'ensemble de mes enfin les différents directeurs ou responsables que j'ai eus ont toujours été, voilà, intéressés, bienveillants et avaient, voilà, pour eux, c'était vraiment un côté positif, l'esprit d'équipe, le sport d'équipe pour retransférer après dans le travail parce que j'estime qu'on n'est rien sans les autres. Dans le foot, j'étais rien sans mes partenaires et sans mon équipe et dans le monde du travail, voilà, on fait rien tout seul. Donc non, c'était plutôt bienveillant. Ils suivaient mes résultats, ils me narguaient quand on avait perdu ou ou voilà, donc non, ça a toujours été bienveillant et ça l'est toujours. Je voudrais qu'on termine par parler du foot féminin au sens large, puisque tu en as quand même une assez bonne connaissance. Tu as quel regard Mmh. sur ton sport, son image, son développement, le niveau aussi du jeu? Je vais faire ma vieille, i ce football féminin a énormément évolué depuis plusieurs années et heureusement parce qu'on avait besoin de ça, hein, voilà. Donc ça passe par de la médiatisation avec, maintenant les matchs de D1 qui sont, sur Canal+. Ça passe par les matchs de l'équipe de France qui sont tous maintenant diffusés, sur, C8 et cetera, TF1, enfin voilà, des grandes compétitions de foot féminin qui sont, médiatisées. Donc voilà, ça passe par ces médias, ce relais d'information de nos médias. Mmh, Maintenant, je vais faire l'avocat du diable pour les jeunes qui arrivent dans le foot, féminin. On a besoin de cette reconnaissance. Voilà, quand je vois, ce qui s'est passé nous ces 2 dernières années avec le covid, on s'entraîne tous les jours. On a des joueuses qui partent de leur pays. On a des joueuses étrangères qui sont parties de leur pays pour venir jouer en France, c'est leur métier. Heu, on nous permet pas de continuer notre championnat, alors que des championnats basket qui se trouvent à l'intérieur, qui se jouent à l'intérieur, continuent. Le handball continue. On a encore, je trouve, un décalage, peut-être avec certains sports, mais voilà, je vais pas parler des autres sports parce que je connais pas assez. Mais voilà, moi, le sentiment que j'ai, c'est que oui, le football féminin a évolué et évolue. On a gravi des échelons. Maintenant, si on veut vraiment encore passer un cap, il faut que les grandes instances se tournent encore et passent encore à une vitesse supérieure pour que justement, les efforts faits par le passé ne dégringolent pas et qu'on continue d'avancer. Est-ce que tu as senti certains déclics, que ce soit, je sais pas, les résultats de l'équipe de France ou même la Coupe du Monde qui a été organisée en France il y a 2 ans? Est-ce que tu as senti que ça avait Mmh. accéléré les choses dans le développement? Forcément, parce que, enfin, voilà, moi, rien que dans mon entourage, les gens au travail me disaient: «Ah tiens, il y a un match de l'équipe de France féminine ce soir pour la coupe du monde». Enfin, forcément, les gens en parlent, donc plus les gens vont en parler, mieux c'est pour notre sport. Ça reste encore assez sain et pas comme le foot, garçon encore avec toute la partie argent. Voilà, là, on reste sur des niveaux beaucoup plus bas. Donc forcément, plus les gens en parlent, plus on a de retombées. Nous, on l'a vu, beaucoup plus de petites filles venaient pour essayer, pour, s'inscrire, pour prendre une licence et mine de rien, ça passe par là. Enfin voilà, moi, j'ai commencé à 7 ans et heu et les moyens et l'évolution du foot féminin a permis que je continue, jusqu'à l'âge de 30 ans ou 31 ans. Donc il faut permettre à ces petites filles de pouvoir, intégrer des clubs comme elles le souhaitent, avoir les moyens de s'entraîner, de suivre leurs études comme elles le souhaitent. Tu as évoqué un peu la comparaison sur l'aspect financier avec les garçons. Alors, c'est pas forcément la question que je voulais te poser. Moi, c'était vraiment, Mmh. je l'ai évoqué tout à l'heure, au niveau du jeu. Le foot féminin n'a pas été épargné, que ce soit sur le rythme ou le niveau des gardiennes notamment. Comment toi, tu Mmh. vivais ces critiques, d'abord en tant que joueuse et aujourd'hui en tant qu'observatrice? Alors forcément, on a l'impression de faire le même sport que nos homologues masculins, donc forcément ça pique, certaines remarques piquent sur l'ego, piquent sur notre sport et notre passion et notre métier pour certaines, donc forcément on l'a vécu un petit peu mal. Maintenant, moi ce que je répondais aux gens, c'était de venir nous voir, de venir voir un match de foot féminin et les personnes qui sont venues nous voir avaient pas le même regard après. Parce qu'effectivement, on fait le même sport, mais c'est pas les mêmes qualités. Forcément, ça sera moins rapide,
moins physique et encore, il y a certains matchs où c'est bien assez physique, je pense. Mais voilà, c'est un autre œil tactique, une autre technique. Voilà, donc moi, forcément, ça piquait un petit peu, mais je conseillais aux gens de venir nous voir et ceux qui sont venus ont jamais été déçus et sont plutôt revenus nous voir. Donc voilà. Pour améliorer encore tout ça et donner peut-être envie à encore plus de petites filles de venir pratiquer le foot, qu'est-ce qu'il faudrait de plus selon toi ? Après, je pense que ça passe par la communication des clubs. Nous, on voit que le passage avec la D1, le club communique de plus en plus, mais les moyens de communication de plus en plus pour faire venir les gens à nos matchs au stade. On a une section féminine, une école de foot qui se développe de plus en plus. Voilà, ça va passer par pour moi cette communication et puis arriver à faire venir les gens autour des terrains et de leur faire voir ce que c'est réellement le foot féminin. Peut-être pour finir, si tu avais un mot à dire à des parents dont la petite fille voudrait jouer au foot, ce qui peut encore être difficile à accepter pour certains, qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? Que de lui permettre de réaliser son rêve ou de réaliser son souhait. Voilà, peut-être que cette petite va se rendre compte que c'est pas ce qu'elle souhaite et à ce moment-là, c'est pas la forcer. Mais par contre, voilà, c'est lui permettre d'accéder à un sport, à une pratique qu'elle souhaite faire avec des copines. Voilà, ça reste un sport collectif. Donc, cette petite fille va grandir avec d'autres personnes de son âge, avec des membres de staff qui seront là pour la faire grandir également. Donc, je pense que les mentalités sont en train de changer et il faut surtout pas aller voilà, une petite fille ou même un petit garçon qui a cet œil un peu de découverte, cet œil curieux d'aller voir quelque chose, il faut le laisser faire. Donc, laissons les petites filles qui veulent jouer au foot au moins la chance d'essayer. Mais écoute, en tout cas, un grand merci du temps que tu nous as consacré. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, maintenant, pour la suite ? Avec l'épisode sanitaire dans lequel on est, la santé pour moi et puis pour mes proches. Et puis, je pense à mes anciennes collègues, qu'elles se maintiennent en D1. Écoute, encore une fois, merci pour tout. Et puis, on te dit à bientôt. Merci à vous. Merci à Charlotte pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté cette conversation. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que ce podcast a dû vous intéresser. Aussi, je compte sur votre soutien pour faire connaître Dessous de Verre autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Rendez-vous maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram pour prolonger la discussion. Ciao !